David Cameron et son épouse Samantha de retour au 10 Downing Street. Le parti conservateur du Premier ministre britannique a remporté le scrutin haut la main. Un écart jamais vu à droite depuis Margaret Thatcher. Une victoire contre toute attente. Selon les pronostics des sondeurs, il fallait s'attendre à un parlement minoritaire et à des semaines de tractation. Mais après dépouillement des suffrages, surprise, les conservateurs obtiennent une impressionnante majorité. Je vais désormais fonder un gouvernement majoritaire conservateur. Kate et le prince William y seraient-ils pour quelque chose? Selon certains analystes, la naissance du deuxième bébé royal en pleine période électorale aurait remonté le moral de la population et ainsi conforté le pouvoir en place. Cette semaine, dans Focus, on vous emmène au Royaume-Uni. Bonsoir, merci de votre fidélité. Le système électoral britannique est parfois impitoyable. Avec 3 millions de voix, 12% des suffrages, le parti anti-européen et anti-immigration UKIP n'a remporté qu'un seul petit siège à Westminster. Faible représentativité donc, mais le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni aura réussi à faire de l'Europe et de l'immigration deux des thèmes principaux de cette élection. Keith Fraser est avec nous ce soir. Bonsoir, vous êtes membre et candidat malheureux du parti UKIP à ces élections. Bonsoir. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors les conservateurs l'ont emporté haut la main. On s'attendait à un match serré entre Cameron et Miliband. Vous êtes surpris? Eh bien, je pense que beaucoup de gens qui voulaient voter pour mon parti, pour UKIP, ont décidé de voter pour les conservateurs à la dernière minute parce qu'ils avaient peur de voir Ed Miliband gagner. Donc je pense que c'était un vote stratégique. Je ne suis pas déçu des résultats, mais je suis déçu du fait que mon parti soit arrivé en 3e place. Mais en termes de pourcentage, nous avons reçu seulement un siège. Et puis bien sûr, il y a la déception par rapport au parti nationaliste en Écosse et au nombre de sièges qu'ils ont réussi à obtenir. Et je pense qu'il va y avoir des changements. Sur le plan politique, je pense que David Cameron va devoir analyser la situation et prendre une décision. Il va peut-être falloir un changement du système électoral puisque même s'il a été bénéfique pour les conservateurs, à l'avenir, il pourrait poser problème pour les partis nationalistes comme le SNP. Alors on s'attendait à ce que votre parti, le UKIP, crée la surprise. Vous n'avez obtenu finalement qu'un seul petit siège à la Chambre des communes. Comment vous expliquez ce revers ? Eh bien, vous savez, il y a une grande différence parce que dans les élections européennes, il y a une représentation proportionnelle qui fonctionne par pourcentage, un peu comme vous avez en Israël. Mais les législatives ici sont différentes. Même si mon parti, UKIP, a eu un pourcentage considérable de voix, cela ne se convertit pas en siège. Donc c'est une situation très différente et comme je le disais, il y avait des sièges que nous pensions gagner, mais les choses ont été différentes. Alors Keith Fraser, on l'a dit, vous avez fait campagne sur l'immigration, sur l'Europe. Qu'attendez-vous concrètement aujourd'hui du gouvernement Cameron ? Ce que j'espère, c'est de continuer à réduire le déficit et peut-être aussi de la dette nationale, même si elle a augmenté au cours des 5 dernières années. C'est très important puisque, au bout du compte, nous voulons éliminer cette dette. Personnellement, j'aimerais bien que l'on s'occupe aussi d'ici 2 ans du sujet de l'Europe. Pendant ma campagne, il y a eu beaucoup de questions soulevées à propos du logement, les services de santé, etc. Et puis nous faisons partie de l'Union européenne, ce qui veut dire que les frontières sont ouvertes pour l'immigration entre 27 pays. Il n'y a aucun contrôle au niveau des emplois, de la santé, des casiers judiciaires, et puis vous ne pouvez pas planifier des services si vous ne savez pas combien de gens entrent dans votre pays. Donc l'Union européenne est une très grande question et j'espère que les conservateurs vont garder leur promesse de référendum à ce sujet en 2017, même si UKIP n'a obtenu qu'un siège jusque-là. Keith Fraser, membre du parti UKIP, merci pour tous ces éléments. Aucun problème, c'était un plaisir de vous parler. Juste avant les élections, le royaume n'a vibré que pour elle, Charlotte Elizabeth Diana, le royal baby, deuxième enfant de Kate et du prince William, et le 4e dans l'ordre de succession. Alors pourquoi la monarchie suscite-t-elle encore tant d'enthousiasme outre-Manche? On va en parler tout de suite avec notre correspondant à Londres, Jonathan Sacerdoti. Bonsoir Jonathan. Bonjour. Parlons pour commencer du prénom du royal baby. Est-ce que c'est selon vous un bon choix? Et comment a-t-on réagi à Londres?
Eh bien, ce qui est intéressant à propos du nom, c'est que pour le premier et le deuxième enfant, les gens pariaient sur les noms potentiels du bébé. Et à chaque fois, ils ont eu raison. Ça montre bien que lorsqu'il s'agit de choisir le nom du bébé royal, le choix n'est pas libre comme pour les autres parents. Il n'y avait aucune chance de trouver une Beyoncé ou une Kelly dans la famille royale. Ils préfèrent des noms traditionnels qui ont une certaine signification. Charlotte est connectée à Charles, comme le prince Charles, le grand-père du bébé. Elisabeth pour la reine Elisabeth II, l'arrière-grand-mère du bébé, et bien sûr Diana qui est la grand-mère du bébé. Donc vous voyez la signification du nom du deuxième bébé du duc et de la duchesse de Cambridge. Est-ce que vous diriez, Jonathan, que les Britanniques portent aujourd'hui autant d'intérêt à la couronne ? Eh bien, les Britanniques soutiennent beaucoup la famille royale en général, mais on ne peut pas dire que ça les préoccupe au quotidien et ils n'y pensent pas tous les jours. En ce qui concerne la Constitution, c'est très important. Nous avons une monarchie constitutionnelle, ce qui veut dire que la reine est à la tête de la nation. Elle est un peu comme le président en Israël, c'est un rôle symbolique pour la plus grande part. Mais vous savez, lorsque David Cameron et son parti conservateur ont gagné les élections cette semaine, eh bien, il a dû se rendre chez la reine pour avoir son accord pour former le gouvernement. Elle lui a demandé s'il est capable de le faire, il a répondu oui. C'est une cérémonie symbolique, mais c'est la famille royale qui dirige ça. Comment vous expliquez la longévité de la monarchie au Royaume-Uni alors que dans la plupart des pays européens, elle a pour ainsi dire quasiment disparu ? Vous savez, la famille royale est très appréciée et puis les gens sont fascinés par la famille royale, un peu comme par un feuilleton télévisé. C'est quelque chose que les gens aiment, qui a aussi une grande importance historique. Et puis c'est aussi très exclusif. Aucun enfant ne peut grandir avec l'ambition de devenir roi ou reine. Bien sûr, Kate Middleton a réussi à entrer dans la famille royale. Par le mariage, un jour, elle a été mariée au roi, le prince William, mais on ne peut pas se fixer comme but de devenir la reine comme on peut vouloir devenir le président des États-Unis ou d'Israël. D'un autre côté, le pouvoir de la famille royale a changé avec la démocratie. Donc la monarchie ne représente pas une menace, mais plutôt quelque chose de fascinant. Ça fait partie de l'identité des Britanniques. God Save the Queen, Jonathan Sacerdoti, merci pour toutes ces explications en direct de Londres. Merci. Quoi de neuf au Royaume-Uni? Les 5 infos à retenir, c'est tout de suite en bref et en images. Le 8 mai a marqué le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La Grande-Bretagne a célébré l'événement. En 1945, plus d'1 million de personnes s'étaient rassemblées dans les rues à travers le pays pour saluer le roi George VI et le Premier ministre Winston Churchill. Le Royaume-Uni vient de lancer le premier examen de conduite à l'aide d'un instructeur virtuel. 20 auto-écoles au Royaume-Uni ont été choisies pour proposer ce service. 1000 nouveaux apprentis conducteurs devraient obtenir leur permis de conduite grâce à cette nouvelle méthode. Près de 3/4 des hommes et 2/3 des femmes au Royaume-Uni seront obèses d'ici 15 ans selon les projections de l'Organisation mondiale de la santé. Selon les chercheurs, le problème risque de prendre des proportions énormes et devra être traité au cours de la prochaine décennie. Une franchise du restaurant fast-food McDonald's dans la ville de Cambridge au Royaume-Uni va maintenant faire passer des alcotests à ses clients. Le but, éviter que des personnes ivres entrent dans le restaurant. Tout client avec un niveau d'alcool qui dépasse le double de la limite légale pour conduire sera refusé. La foule s'est rassemblée à Sydney la semaine dernière pour saluer le prince Harry. Une femme a même essayé d'embrasser le prince sur les lèvres. Harry a passé le mois dernier en Australie dans le cadre d'un programme d'échange avec l'armée australienne. Le monde entier a vécu de près la naissance du bébé royal, mais saviez-vous que la Grande-Bretagne enregistrait le nombre de grossesses adolescentes le plus élevé d'Europe de l'Ouest? Entre tradition puritaine et pragmatisme, comment réagissent outre-Manche les pouvoirs publics? Pour en parler, on rejoint à Londres tout de suite Alison Headley. Vous êtes chef du département des études sur les grossesses adolescentes à l'université de Bedfordshire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, comment vous expliquez qu'un pays aussi moderne que le Royaume-Uni puisse avoir un taux aussi élevé de grossesses adolescentes?
Eh bien, le taux de grossesse adolescente est en train de baisser en ce moment. Mais avant que l'Angleterre ait eu une stratégie pour combattre ce phénomène, le gouvernement travailliste de l'époque a examiné les causes de ce taux élevé et les 3 éléments ont été définis. Premièrement, les jeunes semblent avoir très peu de connaissances en ce qui concerne leur propre corps, les moyens de contraception, le consentement. Et deuxièmement, ils ont dit avoir des messages contradictoires concernant les rapports sexuels. D'un côté, ils ressentent de la pression et d'un autre côté, la contraception leur semble presque illégale. Donc il y a des messages différents et contradictoires qui leur parviennent des médias, de l'école et des conversations avec leurs parents. Et troisièmement, pour certains jeunes qui vivent dans des zones où le taux de chômage est très élevé, par exemple, devenir parent est un peu le seul passeport pour entrer dans l'âge adulte, puisque l'éducation supérieure ou le travail ne sont pas des options. Ce sont ces 3 éléments qui ont convaincu le gouvernement travailliste de former une stratégie à ce sujet et faire baisser les pourcentages. Mais quand elles apprennent qu'elles sont enceintes, qu'est-ce qu'elles font, ces jeunes filles? Est-ce qu'elles ont recours à l'IVG? Est-ce qu'elles font appel à l'aide de leurs parents? Environ la moitié des filles de 18 ans ou moins qui tombent enceintes décident d'avorter et l'autre moitié deviennent des jeunes mamans. Le taux d'avortement augmente chez les moins de 16 ans, ce qui montre encore une fois que ces jeunes ne font pas un choix conscient de devenir parents, mais ils n'ont simplement pas les outils et les informations nécessaires avant qu'ils n'aient des rapports sexuels. Dernière question, quels sont les moyens que le gouvernement met en œuvre pour venir en aide à ces jeunes filles et à leurs parents? Eh bien, il y a eu beaucoup de travail de fait pour améliorer l'éducation sexuelle à l'école et impliquer les parents également. Mais il fallait aussi s'assurer que les jeunes qui doivent faire face à une grossesse non planifiée aient un endroit où aller pour parler des différentes options. Il fallait s'assurer qu'ils prennent la bonne décision pour eux et pour leur situation. Donc nous avons des services pour guider les jeunes. Pour ceux qui décident d'avorter, nous leur offrons l'accès gratuit à l'avortement et nous offrons aussi beaucoup de soutien à ceux qui décident de devenir parents, que ce soit pour les jeunes pères ou les jeunes mères. On veut s'assurer qu'ils continuent leur scolarité et qu'ils reçoivent tout le soutien social et médical dont ils ont besoin pour qu'ils aient le meilleur avenir possible pour eux et pour leurs enfants. Nous savons que punir les jeunes parents en rendant les choses plus difficiles pour eux ne réglera pas le problème. Alison Headley, merci infiniment pour ces explications. Merci beaucoup. Allez, avant qu'on se quitte, je vous propose à présent un voyage dans le temps, un voyage dans le Londres des années 60, sur les traces des 4 garçons dans le vent, John, Paul et Ringo et George évidemment. Une visite guidée sur les traces des Beatles, c'est ce que propose Richard Porter, il est guide touristique à Londres. Bonsoir Richard, vous avez toujours été fan des Beatles ? Je suis un grand fan depuis que j'ai 12 ans, mais je connaissais leur musique avant ça parce qu'elle est partout. J'ai vraiment commencé à acheter leur album à l'âge de 12 ans, donc ça fait un bon bout de temps maintenant. Allez Richard, on ferme les yeux un instant, vous nous faites une petite visite guidée sur les traces des Beatles. C'est parti. L'endroit que tout le monde veut voir, bien sûr, c'est Abbey Road, le fameux passage piéton que vous voyez derrière moi. Environ 3000 personnes viennent ici chaque année pour se prendre en photo, donc c'est l'attraction principale de la visite pour la plupart des gens. On fait un tour par beaucoup d'autres endroits aussi, comme les bureaux de Paul McCartney à Londres, l'appartement de Ringo Starr à Marylebone, où Paul McCartney, Jimi Hendrix et sa petite amie, et même John Lennon et Yoko Ono ont vécu. Et puis il y a aussi la station de métro de Marylebone où la première scène du clip A Hard Day Night a été filmée. Et bien sûr, la scène du fameux concert sur le toit pour Let It Be. Il y a beaucoup d'autres endroits aussi. Tenez, parlez-nous de ce théâtre, le London Palladium. C'est là où, dit-on, la Beatlemania aurait débuté. En quelque sorte, oui. En fait, les Beatles devaient y jouer pour une émission de télévision et une foule de fans était tout autour du théâtre toute la journée. Et puis j'imagine que ça devait être une journée sans trop d'actualité parce que toute la presse était venue pour voir ce qu'il passait. C'était la première fois que les fans des Beatles étaient vraiment dans la presse. Donc on a vu que c'était la première fois que les gens en parlaient. Les gens disent que la Beatlemania a commencé à l'extérieur du London Palladium, mais elle existait depuis longtemps. Quel est le profil des touristes que vous guidez, Richard Porter ?
On a un peu de tout, certains sont de très grands fans et d'autres viennent simplement à cause de leurs amis, mais ils ne sont pas du tout des fans, donc il y a de tout et aussi beaucoup de nationalités différentes. Les gens viennent de partout dans le monde. Allez, dernière question Richard, vous ne pouvez pas y échapper, vous êtes plutôt Lennon ou McCartney? Bonne question, les deux et même les quatre. Les Beatles sont quatre et j'en ai rencontré trois d'entre eux. Les gens qui les connaissaient à l'époque disaient que quand les quatre étaient dans la même pièce, il y avait de la magie dans l'air. Donc pour répondre à votre question, je suis les deux, John Lennon et Paul McCartney. Richard Porter, merci pour ce musical tour sur les traces des Beatles. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce focus sur le Royaume-Uni. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivez curieux et surtout, restez focus. À la semaine prochaine.